Bonjour, donc statistique descriptive à une variable. Ce sujet s'adresse à tout type de public, donc notamment ceux préparant le CRPE, les élèves inscrits en troisième, seconde, première, terminale, peu importe. Ok. Alors, la statistique descriptive, c'est quoi? Donc, c'est une méthode scientifique qui recueille, ordonne, analyse et interprète des données. D'accord? Pour pouvoir effectivement avoir une meilleure lisibilité de ces données, en général, on va représenter cette série statistique par des graphiques. On verra ça tout à l'heure. Ok? Alors la statistique, c'est une branche utilisée dans beaucoup de domaines, notamment en biologie, en économie et en agronomie, etc., etc. Alors, il faut donc d'abord, on va faire ça en deux temps. On va d'abord lister donc le vocabulaire des statistiques. Qu'est-ce que c'est une statistique, d'accord? Lister le vocabulaire des statistiques et ensuite définir tous les paramètres qui caractérisent donc une série statistique. On va dire vocabulaire. Alors le vocabulaire d'une série statistique. Donc vocabulaire. Ok. Alors il faut savoir que d'abord une étude statistique porte sur une population. Population. Donc le premier terme c'est la population. Population. Cette population-là, elle est caractérisée par ce qu'on appelle des unités statistiques, d'accord, ou des individus. Donc dans cette population-là, nous avons des unités statistiques ou des individus. Donc individus. D'accord? Donc je répète, une population composée d'individus. Lorsque la population est très importante, on peut avoir recours à une fraction de cette population-là. On appellera ça un échantillon. Donc là, lorsque la population est très importante, on peut avoir ce qu'on appelle des échantillons représentatifs de cette population. D'accord? Ensuite, alors par exemple, on peut définir l'ensemble des étudiants ou l'ensemble des candidats au CRPE. Sur cet ensemble de candidats va constituer donc la population. Et les éléments composant cette population, donc les candidats, ce seront des unités statistiques ou des individus. À chaque individu est associé une variable statistique ou un caractère. À chaque individu est associé une variable statistique. Cette variable statistique, elle a deux états. Elle peut être non mesurable et elle peut être mesurable. D'accord? Donc, variable statistique non mesurable, on dira qu'elle est comment? Qualitative. Et variable statistique mesurable, on dira qu'elle est quantitative. D'accord? Alors, exemple de variable statistique qualitative. Une variable statistique est qualitative lorsqu'elle n'est pas mesurable. Par exemple, on peut s'intéresser à une population et faire un relevé selon l'origine sociale. L'origine sociale, profession cadre, profession agricole, etc., etc. Ou bien dans une population, on peut s'intéresser à la couleur des yeux. Donc bleu, vert, etc., etc. Donc ça, ce caractère n'est pas mesurable, comme son nom l'indique, c'est une variable. À cette population-là, on associera donc un caractère qualitatif. En revanche, si on s'intéresse par exemple au nombre de frères et sœurs, si on s'intéresse à l'âge, si on s'intéresse à la taille d'une population, des individus qui composent une population, donc là, on est en présence d'une variable statistique à caractère quantitatif. Donc un caractère est quantitatif ou une variable est quantitative lorsqu'elle est mesurable. Mais attention, une variable statistique, lorsqu'elle est quantitative, elle peut être mesurable, donc elle est quantitative. Elle peut être de deux natures. Elle peut être discrète
d'accord? Elle peut être discrète ou continue. Donc une variable statistique est soit discrète, soit continue. Quelle est la différence? Alors, si on fait un relevé statistique selon le nombre de frères et sœurs, selon le nombre d'ordinateurs par foyer, par exemple. Donc le nombre d'ordinateurs par foyer, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Donc, vous voyez, la variable statistique, on dit qu'elle prend des valeurs isolées. Donc la variable est discrète si les valeurs prises donc, par cette variable sont des valeurs isolées. En revanche, si vous faites un relevé statistique et vous vous intéressez à la taille des individus, vous vous intéressez aux âges des individus, autrement dit, cette fois-ci, vous ne direz plus 0, 1, 2, 3, mais vous direz par exemple, je ne sais pas moi, entre 5 ans et 8 ans, entre 8 ans et 10 ans, etc., etc. Cette fois-ci, la variable associée est une variable quantitative continue. Elle est continue lorsque toutes les valeurs prises donc par cette variable appartiennent à un intervalle. D'accord? Appartiennent à un intervalle qu'on appellera une classe. On dira une classe d'âge. Hein, une classe. Donc je répète, variable statistique quantitative. Une variable statistique quantitative peut être discrète lorsque les valeurs prises par grand X, X tout simplement, sont des valeurs isolées. Elle peut être continue lorsqu'elle peut prendre toutes ces valeurs dans un intervalle. Les valeurs prises donc, par cette variable statistique portent le nom de modalité. Donc on parle de modalité. Hein? Ce sont les valeurs prises par cette variable statistique. Hein? Ce sont des modalités. C'est pour ça qu'on définira une série statistique donc à une variable hein, comme étant un ensemble de couples. Vous voyez, c'est l'ensemble de couples, c'est l'ensemble des couples, lesquels? C'est l'ensemble des couples XI, NI. J'explique. XI, NI. Alors, bien sûr, XI, c'est X1. Vous voyez, vous avez votre série statistique, vous avez XI, donc XI. Ici, vous avez X1, X2. C'est donc la première modalité, la deuxième modalité, enfin, la troisième modalité. Et bien entendu, ici, nous avons le NI qui correspond à quoi? Aux effectifs. N1, N2, N3. D'accord? Donc je répète, une série statistique à une variable, donc c'est l'ensemble, est composé de l'ensemble des couples XI, NI, où XI effectivement désigne la variable statistique et NI désigne l'effectif associé à cette variable statistique. Autrement dit, ici, c'est la première modalité qui se répète combien de fois? N1 fois. La deuxième modalité qui se répète combien de fois? N2 fois. Etc. etc. Si on, dans une population, on va s'intéresser par exemple, on va s'intéresser au nombre de frères et sœurs, d'accord? Ici, donc XI, c'est la variable statistique. Donc on peut avoir soit 0 frères, soit 1, soit 2, soit 3 et plus, n'est-ce pas? Donc ça c'est XI, c'est la première modalité, deuxième, etc. À chaque valeur, à chaque XI, donc X1, X2, X3, X4, est associé un effectif NI. Alors on va dire que par exemple, dans cette population-là, on va dire il y a au total 50 personnes. On va faire ça, il y a 20 personnes. Donc on va dire ici, il y en a 10. Là, il y en a 2. Là, il y en a 4. Donc ça me fait 6. Bon, je vais en rajouter un petit peu. Ici, je vais en mettre 2. Là, je vais en mettre 6. Et là, je vais en mettre 2. Donc cette population-là composée de... là, on parle d'effectif total. L'effectif total, c'est la somme des NI. Vous voyez comment on l'écrit? L'effectif total grand N. Vous voyez, l'effectif total grand N, c'est quoi? C'est N1 plus N2 plus N3
plus N4. Mais c'est quoi? L'écriture plus simple, on dira la somme des NI. I variant de 1 à combien? À 4. Alors bon, si vous n'êtes pas vraiment familier avec ce type d'écriture, ça c'est le signe somme qui se décline ainsi. Regardez bien. Si j'écris ceci, somme, voyez, somme des I, voyez, somme des I variant de 1, je fais simple, de 1 à 3. Voyez, I variant de 1 à 3. Ça veut dire que le I qui est là, va prendre toutes ces valeurs de 1 à 3. Vous aurez donc, si I égale 1, ça fait donc 1. Il y a le signe somme, donc vous faites plus. Le successeur de 1, c'est 2. Le successeur de 2, c'est 3. Et donc voilà comment s'écrit la somme des I variant de 1 à 3. Donc si je veux revenir ici et écrire la somme des effectifs. C'est quoi l'effectif total? Donc ça c'est l'effectif total, grand L. Effectif total. Effectif total. C'est le nombre d'individus, composant cette population entière. Donc ici, au nombre de quoi? De 20. La formule de l'écriture plus simple de l'effectif total, on peut écrire s'il y a P valeur, on peut écrire N1 plus N2 plus point NP. Mais si je veux une écriture plus générale, en m'appuyant sur le signe somme, je peux contracter ça et dire que grand N, c'est la somme, vous voyez, c'est la somme des NI, I variant de 1 à P. Donc dans mon exemple, si je fais la somme, là c'est N1, N2, N3, N4, je peux l'écrire comme ceci. C'est-à-dire que grand N est tout simplement égal à 2, plus 6, plus 10, plus 2. Et le total fait combien? Fait 20. Hein, le total fait 20. Mais je peux tout simplement écrire grand N est tout simplement égal à la somme des NI. Alors je vais vraiment aller doucement parce que j'ai tendance un petit peu à m'enflammer. Et puis donc après je risque de vous laisser sur le carreau. Donc je vais reprendre tout doucement. Je vais réeffacer, d'accord? Et je vais reprendre ce que je viens de dire. Ici, j'ai une population. J'ai une population qui est composée de 20 personnes. Autrement dit, l'effectif total est égal à 20. Là, j'ai fait un relevé statistique selon le nombre de frères et sœurs. Donc là, il y a 10 personnes qui ont 2 frères et sœurs. Il y a 2 personnes qui ont 3 frères et sœurs. Donc, comment je peux traduire l'effectif total ici, grand N? Vous voyez, l'effectif total grand N est tout simplement égal à 20. C'est quoi grand N? C'est N1 plus N2 plus N3 plus N4. Donc, en général, grand N, j'écrirai, c'est la somme de tous ces NI. I, dans mon cas, varie en général de 1 à P. Et ici, P, c'est tout simplement 4, puisqu'il y a 4 modalités. Hein, nous avons 4 modalités. Nous avons 4 valeurs possibles pour xi, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc, la somme totale, l'effectif total d'une série statistique, l'effectif total est tout simplement égal à la somme des NI, I variant de 1 à P. Effectif total. Dire ici que l'effectif d'une valeur, ou d'une classe, d'une valeur que j'ai appelée ici comment? Xi, l'effectif d'une valeur xi ou d'une classe
Et s'écrit comment? Et bien sûr, NI. Ça veut dire que l'effectif de x1, c'est N1. L'effectif de x1 de 0, c'est 2. L'effectif de N1 de x1, c'est N1, c'est 6. Et l'effectif de x4, c'est N4, c'est 2. Donc l'effectif en général, on écrira NI. L'effectif d'une valeur xi. C'est pour ça qu'une série statistique simple est définie comme étant l'ensemble des couples xi, ni. Xi, ce sont toutes les modalités, toutes les valeurs prises par x, et ni, bien entendu, est l'effectif associé à chacune de ces valeurs. Et quand vous sommez les effectifs, quand vous sommez les ni, vous obtenez l'effectif total. Cette série statistique, on dit c'est une série statistique qui est effectivement pondérée. Pourquoi? Parce qu'à chaque valeur prise par x, vous avez ce qu'on appelle un effectif correspondant. Autrement dit, si je veux regarder que représente le poids des foyers qui ont 2 enfants, voyez, les foyers qui ont 2 enfants représentent beaucoup plus que ceux qui ont par exemple aucun enfant. Pourquoi? Parce que là, j'ai un total de 10. Autrement dit, le poids ici est plus important. On verra après comment ces valeurs-là interviennent dans les calculs de paramètres, notamment la moyenne, la médiane, etc. etc. OK? Ça nous amène à définir ce qu'on appelle la fréquence. D'accord? La fréquence que j'écrirai FI. Fréquence, donc fréquence FI. D'accord? Fréquence FI. Alors, qu'est-ce que c'est la fréquence FI? La fréquence FI d'une modalité I est tout simplement un rapport entre l'effectif correspondant NI sur l'effectif total. Ce que j'écrirai comme ceci. Regardez bien, FI est tout simplement égal à NI divisé par grand N. Je vous propose de calculer les fréquences de notre série statistique. Donc là, je vais calculer FI. Alors, on va calculer donc les fréquences si vous voulez bien. Alors, la fréquence F1, d'après la formule ici, FI égale NI sur grand N. Donc, F1 est tout simplement égal, oui, F1 est tout simplement égal à 2 divisé par quoi? Par 10. F2 est égal à 6, pardon, pas par 10, divisé par 20. F2 est égal à 6 divisé par 20, etc., etc. Donc 2 divisé par 20, ça fait 0,1. 6 divisé par 20, 6 divisé par 20, ça fait 0,3. 10 divisé par 20, ça fait 0,5. Et 2 divisé par 20, ça fait 0,1. Et vous avez compris, en toute logique, la somme des FI, c'est-à-dire si je fais F1 plus F2 plus F3 plus F4, j'obtiens bien entendu 1. Donc la somme des fréquences, la somme des FI, par défaut j'écris somme sans mettre, effectivement je peux écrire somme des I variant de 1, dans mon cas à 1, à 3 ou à 4. Et donc la somme des FI en général, la somme des FI est toujours égale à 1. Autrement dit, à partir des fréquences, je peux retrouver un pourcentage de la population. Autrement dit, si je vous dis quel est le pourcentage de foyers, ayant 2 enfants, quel est le pourcentage de foyers ayant 2 enfants, vous répondez bien sûr 50%. Quel est le pourcentage de foyers ayant un enfant, vous répondez bien entendu 30%. On s'appuie après sur notre exemple pour définir ce qu'on appelle les fréquences, les effectifs cumulés croissants, effectifs cumulés décroissants ou fréquences cumulées croissantes et fréquences cumulées décroissantes. D'accord? Donc l'effectif ou fréquence cumulée croissant
d'une variable xi, d'accord, est égal à la somme des effectifs ou fréquences des valeurs inférieures ou égales à xi. D'accord, je répète, l'effectif ou la fréquence cumulée croissant d'une valeur xi est égale à la somme des effectifs ou fréquences des valeurs inférieures ou égales à xi. Et on va maintenant définir ce qu'est un effectif cumulé décroissant ou une fréquence cumulée décroissante. On va dire ceci: l'effectif ou fréquence cumulé décroissant d'une valeur xi est égal à la somme des effectifs ou fréquences des valeurs supérieures ou égales à xi. Donc je répète, l'effectif ou fréquence cumulé décroissant d'une valeur xi est égal à la somme des effectifs ou fréquences des valeurs supérieures ou égales à xi. On va prendre un exemple. C'est de prendre notre exemple ici. Donc je vais effacer ça. Alors je vais effacer ça. Je vous propose de calculer. Donc j'écrirai mes fréquences tout à l'heure. Je vais vous montrer comment fonctionnent les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Donc regardez bien. Pour les effectifs cumulés croissants, donc j'abrège, j'écris EEC. Vous voyez, E, effectif cumulé croissant, ECC. Alors vous partez de l'effectif de départ, 2, et vous cumulez au fur et à mesure. Donc vous faites 2 plus 6, 8, 8 plus 10, 18, 18 plus 2, 20. Ça, ce sont les effectifs cumulés croissants. Maintenant, si je veux calculer les effectifs cumulés décroissants, effectifs cumulés décroissants, j'ai deux possibilités. Ou je pars de l'effectif total et je soustrais, ou alors je pars du dernier effectif ici, c'est-à-dire de 2. Et je remonte en croissant, ce qui est beaucoup plus facile. Il est plus facile d'additionner que de soustraire. Donc vous faites 2 plus 10, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Et 18 plus 2, ça fait 20. J'aurais pu bien entendu commencer par 20 et faire 20 moins 2, ça fait 18. 18 moins 6, 18 moins 6, ça fait 12. Et 12 moins 10, ça fait 2. Donc ça, c'est pour les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Je propose de faire la même chose avec les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Mais pour ça, il faut que j'efface ça et que je recalcule mes fréquences. J'avais comme fréquence FI ici, donc j'avais ici 0,1, j'avais ici 0,3, j'avais ici 0,5 et enfin 0,1 avec un cumul, un total égal à 1. Alors, c'est quoi fréquence cumulée croissante? FCC, c'est 0,1, 0,1. Ensuite 0,1 plus 0,3, 0,4. 0,4 plus 0,5, 0,9. 0,9 plus 0,1, ça fait 1. Ça, c'est les fréquences cumulées croissantes. Je peux faire la même chose avec les fréquences cumulées décroissantes. Fréquences cumulées décroissantes, et qu'est-ce que j'obtiens? Donc je pars soit d'ici, soit d'ici. Si je pars d'ici, je pars donc de 0,1. Et je vais en cumulé croissant. 0,1 plus 0,5, 0,6. 0,6 plus 0,3, 0,9. Et 0,9 plus 0,1, ça fait 1. Ou alors je fais 1 moins 1 moins 0,1, ça fait 0,9. 0,9 moins 0,3, ça fait 0,6. Et 0,6 moins 0,5, ça fait tout simplement 0,1. Ça, ce sont les fréquences cumulées croissantes, fréquences cumulées décroissantes. Tournez, j'avance pas beaucoup, donc si vous permettez, on va dans très rapidement introduire la notion donc de là je parle trop vite. Je vais dire les choses lentement. Donc là, ce que j'ai abordé comme exemple, c'est une variable statistique, variable discrète. Donc variable discrète, pourquoi? Parce que les valeurs prises par xi c'est des valeurs isolées, 0, 1, 2, 3, 4.
mais j'aurais pu effectivement avoir une série statistique présentée ainsi, vous voyez. Donc là, j'ai mes classes d'âge, les classes entre, je sais pas moi, 0 et 10, entre 0 et 10 ans, entre 10 ans et 20 ans, je dis n'importe quoi, entre 20 ans et 30 ans. Allez, je vais m'exclure de facto. Donc là, j'ai forcément toujours, quand vous avez une série à variables continues, vous avez d'abord des classes et toujours réserver une case pour le centre de classe. Le centre de classe, je vais l'appeler XI. Et là, j'aurai toujours mes effectifs NI. Admettons que là, j'ai, je ne sais pas moi, j'ai 5, là j'ai 20, 23, donc ça, 22, ça fait 27, 27 et 17, 27, 30, 40. Donc j'ai un effectif de 40. Est-ce que j'ai 40 donc 30, j'ai dit 27, voilà, c'est mieux. Donc là, ça me fait 35, 40. Ok? Donc ici, vous avez le centre de classe. C'est quoi le centre de classe? Lorsque vous avez une classe du type AI, vous voyez, AI plus 1, vous voyez, AI plus 1, donc ici AI, la borne inférieure de ma classe c'est 0, la borne supérieure c'est combien? 10, le centre de classe c'est le milieu. Donc vous faites 0 plus 10 divisé par 2, ce qui vous fait un centre de classe égal à 5, 10 plus 20, 30 divisé par 2, ça fait forcément 15, et un centre de classe égal à combien? À 25. Donc ici en général le centre de classe c'est quoi? C'est AI plus 1, d'accord, divisé par 2. Donc ça c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2 et vous avez ainsi votre centre de classe. Autrement dit, c'est très important de calculer le centre de classe pour justement précisément calculer ce qu'on appelle le paramètre de position qui est la moyenne arithmétique que l'on va définir tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai visualisé ce qu'est une série à variables discrètes, vous remarquerez que je ne me suis pas intéressé aux séries à variables qualitatives. Mais bon, ça présente un intérêt. On verra d'un point de vue graphique comment ça se traduit. Donc ici, je vais maintenant me lancer dans ce qu'on appelle la représentation graphique. Alors, lorsque la série est qualitative, vous représentez un repère, n'est-ce pas? Et par exemple ici, vous allez codifier la lettre A va désigner une certaine classe, la lettre B, la lettre C, etc., etc. Et là, vous aurez des bâtons d'une hauteur, n'est-ce pas? D'une hauteur égale à l'effectif. Et donc là, vous avez les effectifs. Okay, là, vous avez les effectifs, donc NI. Donc là, vous avez une série à variables qualitatives. Par exemple, ici, le grand A va désigner, je ne sais pas moi, si on répertorie les catégories sociales selon la lettre A, B, ou alors les séries opaques, la série A, la série B et la série C. Donc la variable, elle est comment? Qualitative. Et là, vous avez bien entendu, la hauteur ici est bien sûr proportionnelle à l'effectif de chaque modalité ici. Ok? Lorsque, comme tout à l'heure, on a une série statistique à variables discrètes, et lorsqu'on s'intéresse par exemple au nombre d'enfants par foyer, donc là on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Donc on va faire notre série statistique, ici notre repère, pardon. On repère effectivement 0, on repère le 1, le 0 n'a pas à partir de là, hein. On repère le 2, et là on va tracer, donc là ce sont mes effectifs, et là on va tracer des bâtons dont la hauteur, effectivement, est égale à l'effectif proposé. Donc là c'est N1, là c'est N2, là c'est N3, et là c'est N4. Donc là on appelle ça un diagramme en bâton. Lorsque la série est discrète, on utilisera un diagramme en bâton. Maintenant, lorsque la série est à variable continue, alors attention, on va utiliser ce qu'on appelle un histogramme. Mais il va falloir distinguer deux cas. D'accord? On va distinguer deux cas pour représenter
une série à variable continue. Donc on va prendre un tout petit moment pour expliquer la chose. On va prendre un exemple, on va prendre cette fois-ci l'exemple le plus simple, on va prendre une série statistique donc à variable continue, donc les valeurs prises par x sont toutes les valeurs d'un intervalle, et on va prendre pour le premier cas des classes de même amplitude. Qu'est-ce que c'est une amplitude de classe? C'est la différence qui existe entre la borne supérieure de l'intervalle et la borne inférieure. Lorsque vous avez une classe d'amplitude 5, 10, une classe, donc vous dites que cette classe-là a pour amplitude 5. Pourquoi? Parce que la différence entre 10 et 5 est tout simplement égale à 5. Alors, on va prendre donc une série statistique, les classes étant ainsi, donc ici vous avez les classes, donc on va prendre ici par exemple 10, 20, vous voyez, 20, 30, 30, 40, 30, 40, et on va s'arrêter à 40, 50. 40, 50. Et on veut représenter graphiquement cette série à variable continue. Donc là, vous avez les effectifs NI. Donc là, on va prendre, très simple, on va prendre 2. Là, on va prendre 5. Là, on va prendre 1. Et là, on va prendre 3. D'accord? On veut représenter graphiquement, on veut représenter cette série statistique par un histogramme. Donc je trace mon repère. Ici, il se trouve que toutes les classes sont de même amplitude. Donc c'est très facile. Dans ce cas-là, il faut savoir que les rectangles que l'on va tracer, les aires de ces rectangles seront bien entendu proportionnelles aux effectifs. Alors donc je prends mes classes, donc je vais faire un schéma un peu plus propre, donc voilà, je vais faire un schéma un peu plus propre. Donc ici, je place mes classes, donc 10, vous voyez, 10, 20, 30 et 40. Donc là, j'ai fait très simple, 1, 2, 3, 4, 5. Je prends ma première classe, 10, 20, effectif 2. 10, 20, effectif 2. Donc ça, en réalité, l'amplitude 10-20, c'est l'unité. Ce qui veut dire que l'aire de ce rectangle est tout simplement égal à 1 multiplié par 2. Donc ça me donne bien un effectif égal à 2. Je prends ma deuxième classe, la classe 20-30. Mon effectif est de 5. Donc j'ai forcément une aire qui lui est proportionnelle. Nous avons un rectangle dont l'aire effectivement proportionnelle, donc c'est la même amplitude, donc vous voyez ici, 1 fois 5, ça fait bien 5. Enfin, 30-40, nous avons 1, 30-40, nous avons 1, et enfin, 40-50, nous avons 3. Donc voilà mon histogramme. Donc là, bien sûr, on colorie un petit peu, voilà, on colorie comme ça, et voilà. Et vous avez un histogramme. Autrement dit, l'aire totale de cet histogramme est tout simplement égale à mon effectif total. Donc ici, 7, 8, 8, 11. D'accord? Donc l'aire totale de l'histogramme est égale effectivement à l'effectif total. On va prendre après un deuxième exemple, cette fois-ci, où bien sûr les classes ne sont pas d'amplitude égale. Mais il faut respecter la chose suivante. L'aire de chaque rectangle doit toujours être proportionnelle aux effectifs. Okay? Donc il va falloir rectifier les effectifs. On va prendre un exemple. Cet exemple-là, nous avons ici une série statistique. Ici, si vous regardez bien les classes, première classe 5-10, effectif 7. Deuxième classe 10-20, effectif 8, 20-25, effectif 2 et 25-40, effectif 12. Je veux tracer mon histogramme. L'histogramme associé à cette série statistique. D'accord? Ici, vous remarquez que les classes sont d'amplitude inégale. Amplitude 5, amplitude 10, amplitude 5, amplitude 15. Le plus simple, c'est de choisir comme unité l'amplitude la plus répandue. Ici, en l'occurrence, c'est l'amplitude 5. Donc, tout ce qui est d'amplitude 5, donc je vais écrire ici à côté, NI, vous voyez, NI rectifié. Je vais rectifier les effectifs. Effectifs rectifiés. Donc, tout ce qui est d'amplitude 5 aura un effectif inchangé. Donc, 7 ne change pas. Amplitude 5, ça ne change pas.
Alors attention, il faut respecter le rapport de proportionnalité. Il faut que les effectifs, ici, il faut que l'aire de chaque rectangle que je vais dresser soit proportionnel aux effectifs. Et vous allez comprendre. Donc ici, mon amplitude est de 10. Donc elle est 2 fois plus grande que l'amplitude 1, qui est d'amplitude 5. Donc je vais diviser ici par 2, ce qui me fait un effectif de 4. Ici, mon amplitude est 3 fois plus grande, puisque là j'ai 15, alors que mon amplitude de départ, l'unité, c'était 5. Ça veut dire que je vais diviser par combien? Par 3. Donc mon effectif rectifié sera 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4. Donc si je trace mon histogramme, et vous allez bien comprendre ce qui se passe. Si vous tracez votre histogramme, donc vous partez de 5, vous voyez, 5, 10, vous voyez, 5, 10. Après, 15, 20. Ensuite, 20, 25. Ensuite, 25, 30, 30, 35, 40. Est-ce que vous le voyez? 40. Alors, je trace. Effectif 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 5 à 10, ça fait 7. Essayons de voir l'aire de ce rectangle. Vous voyez, amplitude 5, qui est l'unité de base. Ça fait donc 1 fois 7, ça fait bien 7. Je passe à ma classe suivante, 10, 20. 10, 20, ça fait combien? 4. Essayons de voir. 1, 2, 3, 4. Essayons de voir l'aire de ce rectangle. L'aire de ce rectangle, ça c'est l'unité. Donc ça c'est quoi? C'est 2. Vous voyez, parce qu'il y a de 10 à 20, de 10 à 5, ça fait 1. Et de 5 à de 15 à de 10 à 15, ça fait 1. Et de 15 à 20, ça fait une autre unité, ça fait donc 2 unités. 2 que multiplie 4, on retrouve bien l'effectif égal à combien? À 8. Vous voyez, donc là, c'est bien une R égale à 8. Je passe à la classe suivante, 20-25. Donc 20-25, c'est forcément, c'est une amplitude égale à, comment dirais-je, c'est l'unité, puisque c'est 5, c'est par rapport à mon choix de base. Donc là, j'écris, bien sûr, je prends un rectangle de longueur 2. Ensuite, ici, mon amplitude, c'est combien? 15. C'est-à-dire que j'ai 3 unités. Et donc, je vais rectifier et mettre 4. Et si vous regardez bien, 1, 2, si vous regardez bien, quelle est l'aire de ce rectangle? Regardez bien l'aire de ce rectangle. C'est bien 3 unités. 1, 2, 3, multiplié par 4. Et vous avez bien une R égale à 12. Et c'est bien ce que j'ai assuré là. Les aires que j'ai assurées là sont bien entendu, proportionnelles aux effectifs. Donc ici, il faut bien entendu que à chaque fois, l'aire de chaque rectangle doit être précisément proportionnelle aux effectifs proposés. Donc là, j'ai choisi 5 comme amplitude de base, mais j'aurais pu prendre, je ne sais pas moi, j'aurais pu prendre même 10 comme amplitude de base. Dans ce cas-là, tout ce qui est d'amplitude 10 ne change pas. Donc là, j'aurais gardé quoi? 8. Mais cette amplitude-là étant égale, vous voyez, cette amplitude-là étant égale de 5 à 10, donc j'aurais été obligé de doubler ici pour faire effectivement combien? 14. Et oui, parce que ça représente la moitié. Et la moitié, 0,5 multiplié par 14, on retrouve bien le 7. Voilà comment fonctionne un histogramme. Si les amplitudes sont égales, il n'y a pas de problème, vous avez l'unité à chaque fois. Si les amplitudes sont inégales, vous choisissez une unité et vous respectez la proportionnalité des aires par rapport aux effectifs proposés. Voilà. Donc la séance va continuer et on va passer à la partie donc calcul. Alors calcul, il faut faire vraiment très attention. On va d'abord apprendre à manipuler ce qu'on appelle les écritures indicées. Alors regardez bien, les écritures indicées. Par exemple, je vais écrire x1, voyez, x2, x3, etc., etc. Donc pour éviter d'écrire x1, x2, x3, je vais pouvoir utiliser l'écriture tout simplement si je veux écrire x1 plus x2 plus x3 plus point plus x10. Voyez, donc x1 plus x2 plus x3 plus x10. Je veux faire la somme de ces 10 termes. Je peux utiliser l'expression, le signe somme. Et je vais écrire somme des xi, voyez, xi
I variant de 1 à 10. Et lorsque vous écrivez ça, c'est équivalent à cette écriture. Cette écriture est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que maintenant, la partie qui va suivre, on va essayer d'établir un formulaire pour apprendre à calculer divers paramètres. D'accord? Donc, lorsque vous avez à calculer la somme des xi, vous faites x1 plus x2 plus x10, vous faites tout simplement la somme des xi, i variant de 1 à 10. En général, si vous voulez aller jusqu'à xn, ben vous écrivez tout simplement somme des xi, i variant de 1 à i égale n. Bon, pour faire simple, on écrit i variant de 1 à n. Mais en réalité, on devrait écrire i variant de 1 à i égale 10. Ok? Donc, lorsqu'on veut sommer, par exemple, des effectifs, rappelez-vous, d'accord, on peut avoir, par exemple, x1, vous voyez, n1, n2, n3 et np. N1 plus N2 plus N3 plus NP. On va donc écrire somme des NI, voyez, somme des NI, I variant de 1 à P. Donc I variant de 1 à P. Donc au lieu d'écrire N1 plus N2 plus NP, je préférerais cette écriture, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Donc maintenant aborder les paramètres donc, qui peuvent caractériser une série statistique. On va commencer par le premier paramètre. Quand vous avez une série statistique, la première chose que vous regardez, c'est ce qu'on va appeler le mode de la série statistique. C'est quoi le mode? C'est une dominante. Quand vous avez une série statistique, par exemple vous avez dans une classe ou dans un paquet de copies, vous avez des notes de ce type, 3 totalement pas forcément ordonnées, 3, 7, 15, 8 et 2, d'accord? Et vous dites par exemple 15 et encore 15, d'accord? Autrement dit, vous faites un relevé statistique, vous faites un dépouillement et vous obtenez les notes suivantes, donc 2, x, ça c'est xi. Ça c'est xi, c'est la note 2. Je peux avoir la note 3, je rencontre la note 7, la note 8 et la note 15. Donc ici, j'ai combien de 1? Un seul. Donc là, je mets mes effectifs. Je mets mes effectifs NI. J'ai un seul 2, j'ai un seul 3, j'ai un seul 7, j'ai un seul 8, d'accord? J'ai un seul 7, et bien entendu, j'ai 3 15. Ben, la dominante de cette série statistique, la dominante, le mode de cette série statistique, quelle est la valeur de xi la plus fréquente, quelle est la valeur de xi dont l'effectif est le plus élevé, c'est tout simplement 15. Autrement dit, le mode de cette série statistique, c'est 15. Si bien sûr je déplace ici, en supposant que j'ai par exemple 6 fois la lettre 7, eh ben, le mode va se déplacer. Et le mode, c'est ne plus 15, mais le mode devient égal à quoi? À 7. Donc, comme je l'ai défini donc, dans le poly que vous avez reçu, donc le mode d'une série statistique est la valeur de la variable, associée au plus grand effectif grand N. D'accord? Ou bien associée à la plus grande fréquence. Donc là, c'est dans le cas d'une série statistique lorsqu'elle est discrète. Vous voyez, là, la série statistique, elle est discrète. Mais que se passe-t-il lorsqu'une série statistique est à variable comment continue? Autrement dit, lorsque xi, n'est-ce pas? Lorsque xi est remplacé par des classes. Admettons que j'ai un relevé selon j'ai des classes d'âge ici, classe d'âge, d'accord, 10 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans, je vais un peu vite, hein, 20, 30, et 30, 40, et je m'arrête là. D'accord, je m'arrête là. Admettons que là, j'ai l'effectif, donc les effectifs NI. Admettons que là, j'ai, je ne sais pas moi, 7 personnes, là j'ai 12 personnes, et là j'ai 3 personnes. D'accord? Quelle est la classe associée à l'effectif le plus important?
L'effectif le plus important, ou le plus grand effectif, c'est tout simplement 12. La classe associée à cet effectif, c'est la classe 20-30. Donc la classe 20-30 s'appelle la classe modale. Classe modale. Donc la classe modale est la classe associée à l'effectif le plus grand, ou la classe associée au plus grand effectif. Ça, c'est la classe modale. Et bien entendu, une fois que j'ai déterminé ma classe modale, je vais calculer le centre de classe. Le centre de classe, c'est bien sûr le milieu, entre 20 et 30. Pour trouver le milieu, vous faites 20 plus 30 divisé par 2, ce qui vous fait bien sûr 25. Et cette série statistique a un mode égal à 25. La classe modale, c'est la classe 20-30, et le mode, c'est le centre de classe, et donc le mode est égal tout simplement à 25 ans. Alors attention ici, j'ai pris un exemple où les classes sont d'amplitude égale. Les classes ont même amplitude, 10, 10 et 10. Lorsque les classes sont d'amplitude inégale, pour déterminer le mode, on fait exactement comme pour l'histogramme. Première étape, on rectifie les effectifs. Et deuxième étape, on dit la classe modale et la classe associée, la classe modale, je répète doucement, hein, la classe modale et la classe associée, d'accord, à l'effectif rectifié le plus important, à l'effectif rectifié le plus élevé, au plus grand effectif rectifié. Alors, si je donne un exemple, ça donnerait ceci. On connaît donc la série statistique suivante. Nous avons les classes qui sont là. Donc les classes, la classe 0,15, effectif 7, classe 5,15, effectif 18, classe 15,20, effectif 12, et enfin classe 20,40, effectif 24. Comment je fais pour déterminer d'abord la classe modale de cette série statistique? Je regarde et je dis, est-ce que les classes sont d'amplitude égale? Est-ce que les amplitudes sont égales? La réponse est non, puisque là j'ai une amplitude de 5, là j'ai une amplitude de 10, et là j'ai une amplitude de 20. Autrement dit, les classes sont bien d'amplitude inégale. Donc pour déterminer la classe modale, il faut d'abord rectifier les effectifs. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, je vous propose la façon la plus simple. Donc, NI rectifié, d'accord? NI rectifié, effectif rectifié. Je prends la classe la plus petite, c'est l'amplitude de 5, c'est la plus répandue. Donc, tout ce qui est d'amplitude de 5 reste inchangé. Donc, mon effectif ici, il est de 7, parce que mon amplitude est 5. Amplitude de 5, mon effectif est de 12. Voyez? Maintenant, on va rectifier les effectifs. Ici, on a expliqué ça précédemment, c'est le même principe que pour l'histogramme. Ici, nous avons donc une amplitude de 10 est associée à un effectif de 18. L'amplitude de 10 est 2 fois plus importante que l'amplitude de 5. Donc, pour rectifier cet effectif, il faut le diviser par quoi? Par 2. Donc, l'effectif rectifié associé à la classe 5,15, c'est tout simplement 9. Et enfin, ici, l'amplitude est de 20. Cette amplitude, elle est 4 fois supérieure à mon amplitude référence. Et donc, il faut diviser cet effectif par combien? Par 4, ce qui me fait un effectif rectifié de combien? De 6. Et maintenant, je regarde. Quel est l'effectif rectifié le plus grand? L'effectif rectifié le plus grand, c'est 12. Par conséquent, la classe modale, c'est la classe 15, 20. Et le mode, c'est quoi? C'est 15 plus 20 divisé par 2, et ça me fait, le mode est tout simplement égal à 17,5. Autre paramètre qui est la moyenne. Alors, moyenne, on va d'abord dire moyenne simple, moyenne arithmétique. Si j'ai par exemple, je ne sais pas moi, 4 valeurs, 4, 7, je les range dans l'ordre croissant, 10, d'accord, et je ne sais pas moi, 12, d'accord. Si je veux faire la moyenne de ces valeurs-là, je n'ai qu'à les sommer, faire la somme de ces valeurs, 4, plus 7, plus 10, plus 12, le tout
divisé par 4. Autrement dit, 11, 21, 21, 33, 33 divisé par 4, ça fait 8, 25. Hein? 8, 25. Okay? Donc la moyenne de ces valeurs-là, c'est tout simplement la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. De façon générale, lorsque vous avez une série statistique simple et vous avez au total n valeurs, grand N, je vais l'écrire tout de suite, grand N, c'est tout simplement l'effectif total. C'est la somme des NI. Vous remarquerez que là, je ne mets rien, c'est par défaut I variant de 1 à P. Donc, quand j'écris grand N, je désigne l'effectif total. Donc, si je veux trouver la moyenne de cette série-là, que je vais appeler X bar. X bar se lit X bar, ça veut dire la moyenne des X. La moyenne des X, c'est quoi? C'est X1 plus X2 plus point, 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 XP, le tout divisé par grand N étant l'effectif total. Donc ici, il y a combien de valeurs? P valeurs. Grand N ici est tout simplement égal à P, puisque je vais de X1 à XP. Donc je vais écrire que X bar, c'est tout simplement la somme des XI divisé par grand N. Grand N étant égal à l'effectif total. Exemple suivant, admettons que un élève ait obtenu les notes suivantes, mais des notes donc sans coefficient. Donc j'ai ici les notes suivantes, c'est 7, 8, 12, 15 et 18, d'accord? Et je veux faire la moyenne de ces valeurs-là, donc x1 c'est 7, x2 c'est 8, x3 c'est 12, x4 c'est 15, et x5 c'est 18. Donc la somme, la moyenne, c'est tout simplement 7 plus 8 plus 12 plus 15, 7 plus 8 plus 12 plus 15, plus 18, le tout divisé par le nombre de valeurs, donc ici 5. Donc si je fais le calcul, là, ça fait 15, 15 et 15, 30, 12 et 18, 30, 30 plus 30, 60, donc ça fait une moyenne de 60 divisé par 5, ce qui fait une moyenne égale tout simplement à 12. Autrement dit, l'élève a une moyenne égale à 12. Donc là, vous avez compris que ces notes-là ont exactement le même poids. Ces notes-là ont exactement le même poids. Autrement dit, elles ont exactement la même pondération, si vous préférez. C'est pour ça qu'on arrive à une autre écriture de la moyenne. Si cette moyenne-là, je la transforme ainsi. Admettons que là, ça soit maintenant... Admettons que ça, maintenant, cette série, c'est pas 7, 8, 12, 15 et 18. Admettons que ça soit 7, 7, 8, 8, 8, 10, 10, 10, et enfin 12, d'accord? Donc là, je peux effectivement faire la même opération. Là, je fais 7 plus 7 plus 8 plus 8 plus 8 plus 10 plus 10 plus 10 plus 12, ce qui me donnerait normalement 2 fois 7, plus 3 fois 8, plus 3 fois 10, plus 1 fois 12. Le tout divisé bien entendu par le nombre de notes, le nombre de valeurs. Donc j'ai qu'à regarder les coefficients ici, 2 et 3, 5, 5 et 3, 8, 8 et 1, 9, ce qui me fait un total de 9. D'accord? Donc là, j'ai ce qu'on appelle une moyenne arithmétique pondérée. Qu'est-ce que ça veut dire le mot pondération? Ça veut dire que cette fois-ci, par exemple, la note 10 a un poids supérieur à celui de la note 12. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 10. Nous avons par exemple le poids du 8 est supérieur à celui du 7.
c'est comme lorsque vous avez des notes avec un coefficient. Comment vous faites pour calculer la moyenne? Bien sûr, les notes à fort coefficient, lorsque vous avez des notes élevées qui ont un coefficient élevé, ces notes-là vont tirer bien sûr la moyenne vers le haut. En revanche, si vous avez des notes à fort coefficient et vous avez une note très faible à fort coefficient, cette note-là va tirer la moyenne vers le bas. Et donc de façon générale, comment je peux traduire cette écriture? Cette écriture, je vais la traduire dans un tableau. Regardez bien, c'est très simple. Vous avez ici vos XI, en général, vous voyez, XI. Là, vous avez vos effectifs. Autrement dit, combien de fois vous répétez cette valeur. Donc là, j'ai X1, là, j'ai X2, là, j'ai XP. Vous voyez, là, j'ai XP. Forcément, à chaque modalité, la première modalité, la valeur prise par X1, combien de fois X1 est répété? X1 est répété N1 fois. Ça, c'est mon premier effectif. Deuxième effectif. Pième effectif. La somme des effectifs, on a dit que c'était grand N. La somme N1 plus N2 plus NP, c'est grand N. Comment je fais pour calculer la moyenne? Bien entendu, je peux écrire une opération longue. Écrire que la moyenne, c'est le nombre de fois où j'ai obtenu X1, c'est-à-dire N1 que multiplie X1, plus le nombre de fois où j'ai répété X2, c'est-à-dire N2 que multiplie X2, plus point, d'accord? Plus point. Le nombre de fois où j'ai répété LXP, ça fait NP XP. Et tout ça, bien entendu, divisé par quoi? N1 plus N2 plus NP, donc divisé par l'effectif total, grand N. Divisé par l'effectif total, grand N. D'accord? Alors, cette écriture-là, on peut la contracter et utiliser le signe somme qu'on a vu précédemment. Voilà comment je vais présenter cette écriture-là, d'abord sous forme de tableau. Le plus simple, c'est de dire, puisque j'ai besoin de calculer N1x1 plus N2x2 plus NPxP, eh bien, je n'ai qu'à rajouter une colonne ici. Je fais NIXI et je multiplie ces deux valeurs. Donc N2x2 et je fais après NPxP. Et ça va me donner ce que je vais appeler la somme des NIXI. Ça, c'est la somme des NIXI. Ceci m'amène à écrire ma formule générale, soit comme ceci, soit de façon plus contractée, comme ceci. X bar, oui, X bar, c'est la somme des NI XI sur grand N. Là, c'est la moyenne, c'est une moyenne arithmétique pondérée. Ça, c'est une moyenne arithmétique pondérée. Autrement dit, X bar, c'est la somme des NIXI. Alors, bien sûr, ici, j'ai écrit somme des NIXI. J'aurais pu vraiment détailler et écrire somme, vous voyez, somme des I variant de 1 à P, NI que multiplie XI, le tout sur grand N. Le tout sur grand N. Ça, c'est X bar. X bar, moyenne arithmétique pondérée. Alors, bien sûr, on peut le calculer aussi grâce à la fréquence. On a déjà vu précédemment que la fréquence FI, voyez, vous vous rappelez la fréquence FI, c'est quoi? C'est NI divisé par grand N. La fréquence FI, c'est l'effectif prise par une modalité X1, XI en général, divisé par l'effectif total. Donc, vous savez que ici, grand NI, je vais détailler ici pour que vous compreniez. Regardez. Je vais détailler ici. Regardez. J'ai X bar. C'est N1 X1 plus N2 X2 plus NP XP plus NP XP. Le tout sur grand N.
Mais vous êtes d'accord avec moi que cette fraction, je peux l'éclater et écrire x bar, c'est n1 sur grand N, vous voyez, n1 sur grand N, x1, plus point, 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 np sur grand N, xp. Et que représente n1 sur grand N? Que représente np sur grand N? Ça représente tout simplement f1, fp. Donc je peux écrire que ça est tout simplement égal à f1 que multiplie x1, plus f2 que multiplie x2, plus fp que multiplie xp. C'est la raison pour laquelle on peut calculer la moyenne autrement et écrire que la moyenne, d'accord, la moyenne, c'est la somme des xi, fi. La moyenne est la somme des xi, fi. Je vous propose un exemple très simple pour illustrer des choses qui, a priori, vous paraissent compliquées, mais qui ne le sont pas. D'accord? On va essayer de simplifier au travers d'un exemple. Bon, je n'ai pas de calculatrice, donc je vais m'arranger pour que le résultat tombe plus ou moins juste. Merci. Admettons qu'on ait les valeurs suivantes. Donc, on ait les valeurs xi, 4, 5, 8 et 12. Et bien sûr, un effectif de 4, 1, 3 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire un effectif de 4, 3? Ça veut dire qu'il y a 4, 4. Il y a un seul 5. Il y a 3, 8 et il y a 2, 12. Si ça avait été des notes, j'aurais dit je vais trouver la moyenne d'un élève qui a obtenu les notes suivantes avec les coefficients suivants. Autrement dit, il a obtenu ici 12 qui a un coefficient 2. Il a obtenu un 4 qui a un coefficient 4. Donc vous avez compris que techniquement, théoriquement, cet élève forcément n'aura pas forcément la moyenne. Pourquoi? Parce que a priori, je dis bien a priori, puisque nous avons un 8 qui a un coefficient 3. Donc ça, c'est juste une vision un peu à la louche. Comment je fais pour trouver la moyenne? Bien sûr, je peux tracer mon trait de fraction, mais à mon sens, le plus simple, c'est de rajouter une colonne et de calculer ce que j'ai appelé tout à l'heure les NI, XI. Vous faites NI, XI. Et vous faites NI, XI, 4 fois 4, 16. 5 fois 1, 5. 8 fois 3, 24. Et 2 fois 12, 24. Donc ça me fait combien? 48, 53, 53, 59, 59, 69. J'espère ne pas... Je prends l'écriture dans l'autre sens. 21, 21, 45, 45, 69. Et donc la moyenne x bar, je calcule mon effectif total, qui est de 10, et la moyenne x bar est tout simplement égale à la somme des NI xi, c'est-à-dire 69 divisé par 10, et ça me fait 6,9. Donc la moyenne de l'élève est de 6,9. J'aurais pu calculer la moyenne en passant par la fréquence. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais donc calculer cette moyenne-là, cette fois-ci en passant par la fréquence, et vous allez voir que l'on va trouver exactement la même réponse. Je vais donc effacer cette partie. Calculons la moyenne à partir de la fréquence. Donc première étape, je vais calculer la fréquence. Qu'est-ce que c'est la fréquence? Qu'est-ce que c'est FI? C'est NI divisé par grand N. Autrement dit, si je veux un pourcentage, je vais faire NI divisé par grand N multiplié par 100. Donc quelle est la fréquence du 4? Quelle est la fréquence du 5? Quelle est la fréquence du 12? La fréquence du 4, c'est le nombre de fois où j'ai obtenu 4 divisé par l'effectif total. Le nombre de fois où j'ai obtenu ces notes-là. Donc ça fait 4 divisé par 10, ça fait 0,4. Et ça fait 1 divisé par 10, et ça fait 0,1. Ça fait 0,3, et ça fait 0,2. Normalement, lorsque vous faites la somme des FI, lorsque vous faites la somme des fréquences, vous devez trouver exactement combien? 1. Donc ici, je fais le total, 5. 0,5 plus 0,5, ça fait bien 1. Essayons maintenant d'appliquer la deuxième formule pour calculer la moyenne. La deuxième formule est tout simplement celle-ci. Je vais donc calculer ici XI que multiplie FI. XI que multiplie FI. Donc je fais 4 fois 0,4. 4 fois 0,4, ça fait 1,6. 5 fois 0,5, ça fait 0,5. Pardon, 5 fois 0,1. 5 fois 0,1.
8 fois 0,3, ça fait 2,4. Et enfin, 12 fois 0,2, ça fait de nouveau 2,4. Essayons de faire la somme des XI-FI. 2,4 plus 2,4, ça fait 4,8. 4,8 plus 0,5, ça fait 5,3. 5,3 plus 1,6, et ça me fait tout simplement 6,9. Et on retrouve effectivement la même moyenne. D'accord? Voilà, j'espère que les choses sont plus claires. On va poursuivre un petit peu. On va aborder un autre aspect. On va aborder donc un autre paramètre de position. Donc on va parler des quantiles. Alors, bien sûr, en nous attardant principalement sur l'un d'entre eux. Alors, les quantiles, c'est quoi? Ce sont des valeurs, c'est les valeurs du caractère xi, n'est-ce pas, qui partagent la série en n séries de même effectif. D'accord? Alors, bien sûr, lorsque on partage la série en 2, c'est-à-dire lorsque petit n est égal à 2, on va parler de médiane. Lorsque on va partager la série en 4, lorsque petit n est égal à 4, on va parler de quartile. Et lorsque n est égal à 10, on va parler de décile. Et lorsque on partage la série en 100 parties égales, alors on va parler de décile. On va simplement nous arrêter sur le calcul de la médiane, n'est-ce pas? Et éventuellement calculer ce qu'on appelle les quartiles. Le premier quartile, le deuxième quartile, on verra que c'est la médiane elle-même, le troisième quartile, et on essaiera de faire un petit diagramme, ce qu'on appelle diagramme à moustache. Et voilà, donc, et on va expliquer la différence surtout entre moyenne, par exemple, dans quel cas la moyenne est plus appropriée que la médiane, et vice-versa. On va commencer par la médiane. On va commencer par la médiane. Première chose à faire pour calculer une médiane, première chose, vous prenez votre série statistique, d'accord? Vous ordonnez votre série statistique, les valeurs, vous les ordonnez soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant, mais il faut impérativement les ordonner. Et la médiane, qu'est-ce qu'elle fait? La médiane ME, qu'est-ce qu'elle fait? La médiane ME, c'est la valeur du caractère XI qui partage la série en deux séries de même effectif. Autrement dit, lorsque vous avez une série statistique et que vous avez déterminé la médiane, eh bien la médiane vous dira qu'il y a autant de valeurs inférieures à la médiane, autrement dit, il y a 50% des valeurs qui lui sont inférieures et 50% des valeurs qui lui sont supérieures. Autrement dit, que lorsque vous avez une série statistique comme ceci, avec des valeurs ici, avec des valeurs ici, quand même ordonnées, la médiane, n'est-ce pas, et la valeur ici, qui fait qu'il y a autant de valeurs à droite que de valeurs à gauche. Ce qui fait que pour déterminer la médiane d'une variable statistique discrète, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Soit l'effectif total est impair, ce qui est très facile, soit l'effectif total est pair. Prenons un exemple très simple. Si j'ai la série de valeurs suivantes, bien sûr ordonnées dans l'ordre croissant, j'ai la série de valeurs suivantes, 7, 10, 13, 15 et 18. Nous avons un nombre impair de valeurs. La médiane est la valeur de xi qui partage cette série en deux séries de même effectif. Vous avez compris que la médiane, c'est tout simplement 13. La médiane, c'est 13. Pourquoi? Car il y a autant de valeurs inférieures à 13 que de valeurs supérieures à 13. Autrement dit, lorsque l'effectif total est impair, pour trouver la médiane, il suffit, dans notre cas ici, c'est le terme de rang combien? 1, 2, 3. Regardez bien. Ici, j'ai un effectif total de combien? Grand N égale 5. Et grand N est un nombre impair. Pour trouver le rang de la médiane, il suffit de taper, c'est le terme de rang, N plus 1 divisé par 2. Dans notre exemple, la médiane sera le terme de rang 5 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire le terme de rang 3. Autrement dit, le troisième terme.
Donc lorsque vous avez une série à variables discrètes et que l'effectif total est un nombre impair, pour déterminer la médiane, il suffit de prendre comme médiane le terme de rang n plus 1 divisé par 2. Qu'est-ce qui serait passé si à la place de 15, j'avais eu 13? Eh bien, ma médiane est toujours égale à 13. Ma médiane, c'est bien le terme de rang 3. Si, prenons un exemple où nous avons une série donc statistique où le nombre de valeurs cette fois-ci est un nombre pair. Prenons par exemple la série suivante, 7, 8, 12, 14, 15 et 18. D'accord? Donc là, 2, 4, 6 valeurs. Ok? Donc tout le monde comprend que la médiane, vous voyez, la médiane, elle va se situer exactement à quel endroit? Elle va se situer entre 12 et 14. Regardez bien, si vous vous placez là, vous avez combien de valeurs inférieures à cette valeur-là, à cette médiane ME? Tout simplement 3 valeurs. Et combien de valeurs à droite? Vous avez aussi 3 valeurs. Comment je fais pour déterminer le rang de cette valeur, la valeur de la médiane, lorsque le rang est un rang ici comment? Pair. Donc grand N et pair. Ici, grand N est égal à combien? Grand N est égal à 2, 4, il y a 6 valeurs. La médiane, c'est quoi? Regardez bien ce que c'est la médiane. La médiane, c'est le milieu, c'est la moyenne des deux valeurs 12 et 14. La médiane est tout simplement, dans notre cas, égale à 13. Comment je fais pour déterminer la médiane? Je détermine, regardez bien, je calcule le rang, oui, le rang, pour trouver le rang de 12, 12 c'est quoi? C'est le rang 3. Donc 12 c'est grand N divisé par 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2. C'est le terme de rang, pardon, 6 divisé par 2, c'est-à-dire le terme de rang 3. Ça, c'est pour déterminer 12, n'est-ce pas? Le premier terme, c'est 12. Pour déterminer le terme suivant, il suffit, pour déterminer 14, il suffit de regarder le terme de rang combien? N sur 2 plus 1. Donc, vous calculez, vous regardez quelle est la valeur du terme de rang N sur 2. Vous regardez quelle est la valeur du terme de rang suivant, c'est-à-dire N sur 2 plus 1. Et tout ce que vous faites, c'est simplement la moyenne des deux. Autrement dit, le terme de rang 6 sur 2, le terme de rang 3, c'est 12. Le terme de rang 6 sur 2 plus 1, donc le terme de rang 4, c'est 14. La médiane est tout simplement égale à 12 plus 14 divisé par 2. Donc lorsque la série est paire, la médiane, c'est la valeur de rang. Vous cherchez vous déterminez, je répète, hein, vous déterminez la valeur de xi de rang n sur 2. Vous déterminez la valeur de xi de rang n sur 2 plus 1 et vous faites la moyenne des deux, autrement dit, vous faites la somme des deux divisé par 2. Donc l'on cherche la médiane de cette série-là. Je compte le nombre de valeurs, donc ces valeurs-là sont bien ordonnées. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 valeurs. Pour déterminer la valeur de la médiane, voilà ce que je fais. Il y a grand N égale 9. Je cherche la valeur de rang, combien on a dit? La valeur de rang N. J'ai fait peut-être une petite erreur tout à l'heure, parce que là j'ai pris un nombre impair. Pas fait d'erreur, j'ai pris un nombre impair. Donc là, bon, je vais commencer, je vais rester comme ça. Donc, grand N
égale 9. Donc première étape, déterminons le rang de la valeur plutôt de la médiane. Donc comme le rang est impair, je vais dire la médiane est la valeur de rang n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 9 plus 1 sur 2, c'est-à-dire la valeur de rang 5. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 et la médiane c'est tout simplement 10. J'ai combien de valeurs à gauche? 4. J'ai combien de valeurs à droite? 4. Autrement dit, la médiane est 10. Maintenant, qu'advient-il de la médiane si je supprime par exemple la valeur 18? D'accord? Si je supprime la valeur 18, et maintenant le rang devient égal à combien? Le rang est égal à 8, puisqu'il n'y a plus que 8 valeurs. Cette fois-ci, le rang est pair. Pour déterminer la médiane, je vais chercher la valeur de rang n sur 2, c'est-à-dire 8 sur 2, donc 4. Quelle est la valeur de rang 4? Je cherche 1, 2, 3, 4. La valeur de rang 4, c'est tout simplement combien? La valeur de rang 4, c'est tout simplement 8, d'accord? La valeur de rang 4, c'est 8, ok? Maintenant, je vais chercher la valeur de rang n sur 2 plus 1, c'est-à-dire tout simplement la valeur de rang 5, c'est la valeur suivante. Et la médiane, donc la valeur suivante, 10, et la médiane, c'est tout simplement la moyenne de ces deux valeurs. Donc c'est 8 plus 10 divisé par 2. Vous avez compris que dans ce cas, la médiane, c'est tout simplement 9. Si vous mettez 9 ici, vous voyez, 9 ici, vous avez autant de valeurs inférieures à 9 que de valeurs supérieures à 9. Précédemment, quel est l'intérêt de calculer une médiane? Quel est l'intérêt de calculer une moyenne? Je pense que la moyenne arithmétique, vous voyez très bien quelle est sa signification. Mais vous allez voir que lorsque une série présente une symétrie, c'est-à-dire que lorsque une série est symétrique, la moyenne est un paramètre très intéressant. La moyenne est un paramètre qui effectivement nous donne une bonne indication de ce que représentent des valeurs contenues dans cette série. Mais lorsque on peut avoir ce qu'on appelle des aberrations. Prenons un exemple très simple. Vous allez voir que dans ce cas-là, la moyenne peut être mieux que la médiane, ou inversement, dans ce cas-là, la médiane peut être mieux que la moyenne. Si, prenons un exemple très simple pour voir que, par exemple, dans quel cas la médiane peut s'avérer plus utile que la moyenne. Si vous prenez, par exemple, dans une entreprise, vous relevez les salaires. Vous relevez les salaires, je dis n'importe quoi, admettons qu'on ait des salaires comme ceci, donc je schématise, hein. En unité monétaire, j'ai 100, d'accord? J'ai 100, 120, n'est-ce pas? J'ai 140, d'accord? 140. Et là, j'ai quasiment directement, on va dire, 20 000. D'accord? 20 000. D'accord? Donc, admettons que l'on raisonne en unité monétaire sur une base de 100, une base de 120, une base de 140 et une base de 20 000. Pour l'exemple soit plus parlant, on va dire, admettons que le gain journalier des salariés, ça peut être 100 euros, 120 euros, 140 euros et 20 000 euros. Et on peut calculer effectivement quel est le gain moyen journalier de cette population-là. Donc le gain moyen, vous avez compris, vous allez faire bien sûr 100 plus 120, n'est-ce pas, plus 140, plus 20 000. Oui, plus 20 000. Et vous divisez par 4. Donc je vous laisse faire l'opération. Moyenne, et vous trouvez une moyenne, donc un salaire journalier moyen égale à combien? 5 090 euros. Vous avez compris que 5 090 euros n'est absolument pas représentatif de cette série-là, puisqu'a priori, il y a une seule personne qui aurait un salaire vraiment nettement supérieur aux autres. Dans ce cas-là, la médiane est un paramètre plus intéressant. Et dans ce cas-là, vous direz, ce qui est intéressant de déterminer, c'est quel est le salaire médian.
quel est le salaire médian. Bien sûr, la série qui est ici est une série où il y a un nombre pair de valeurs. Pour trouver la médiane, il faut se placer au milieu de ces deux valeurs-là. Et donc, le salaire médian serait tout simplement 260 divisé par 2, ce qui me fait tout simplement 130. Il y a autant de personnes qui ont un salaire journalier inférieur à 130 € que de personnes qui ont un salaire journalier supérieur à 130 €. Vous avez compris que ce 130 €, le salaire médian, a plus de, je dirais, de consistance, plus de valeur que le salaire moyen, puisque, a priori, les 90% de la masse salariale sont effectivement concentrés sur une seule tête. Maintenant, essayons de voir un autre exemple où la médiane peut être une aberration et où la moyenne, effectivement, est plus appropriée. Alors, on va donner un autre exemple, si vous voulez bien. Mettons dans une famille de 5 personnes qui comptent 3 enfants, donc mineurs, donc ne travaillant pas. On va dire par exemple que la maman a un salaire mensuel, je dis n'importe quoi, 2000 €, n'est-ce pas? Le papa a un salaire mensuel de 1800 €, n'est-ce pas? Vous avez compris. Et les enfants, bien sûr, qui sont au nombre de 3, ont un salaire de 0. Donc, si je prends les salaires, les 3 premiers salaires, c'est les 3 enfants, n'est-ce pas? J'ai ensuite le papa, j'ai ensuite la maman. Vous avez compris que j'ai inversé l'ordre des salaires. Hein. C'est un peu une délicatesse. J'aurais pu faire le contraire, mais bon, c'était voulu. Qu'on ne dise pas, c'est un miso. Bon, ok. Alors, donc, ici, si vous regardez bien, si vous cherchez le salaire médian, la série, elle compte combien d'articles? Elle compte combien d'éléments? 5. Le salaire médian est tout simplement égal à combien? À 0. Il y a autant de valeurs inférieures à 0 que de valeurs supérieures à 0. Vous avez compris que ici, le salaire médian n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant ici, c'est quel est le salaire moyen du ménage. Le salaire moyen du ménage, bien entendu, c'est 4000 divisé par 4. Ça veut dire un salaire moyen de combien? De tout simplement 1000. Malheureusement, je suis obligé de terminer parce que la vidéo est très très longue et puis j'ai pas vraiment envie de trop vous surcharger. Très rapidement, définir ce qu'est, on vient de définir la médiane. Maintenant, on peut définir les quartiles. Alors, les quartiles, c'est tout simplement quoi? Les quartiles, c'est tout simplement, c'est exactement pareil que la médiane, mais au lieu de séparer, de partager la série en, comment dirais-je, en 2 parties égales, cette fois-ci, on va la partager en 4 parties égales. D'accord? Et donc, là, vous aurez ce qu'on appelle le premier quartile, n'est-ce pas? Là, vous aurez le deuxième quartile, mais le deuxième quartile, c'est quoi? C'est la médiane. Et là, vous aurez ce qu'on appelle le troisième quartile. Alors, qu'est-ce que c'est le premier quartile? Le premier quartile, c'est la valeur de xi telle que 20% des valeurs lui sont inférieures. Donc là, vous aurez 25% des valeurs. Bien entendu, la médiane, vous l'avez compris. Le deuxième quartile, c'est la médiane. Et donc là, ça fait combien? 50% des valeurs. Et le troisième quartile, ça veut dire qu'il y a 25% de valeurs supérieures à Q3, ou bien tout simplement c'est un quart des valeurs supérieures à Q3, ou tout simplement 75% des valeurs inférieures à quoi? À Q3. Autrement dit, le premier quartile laisse à sa gauche 25% de la population, laisse à sa droite les 3 quarts, donc 75%, la médiane, on vient de le dire. Le troisième quartile laisse à sa gauche les 3 quarts de la population, soit 75% de la population, et laisse à sa droite 25% de la population. D'accord? 25% de la population. Et donc une fois que vous avez trouvé le premier quartile et le troisième quartile, on va pouvoir calculer l'intervalle interquartile qui est tout simplement égal à Q3 moins Q1 à Q3
moins Q1, c'est-à-dire la valeur trouvée ici, moins la valeur trouvée ici. Et bien sûr, Q3 moins Q1 va contenir quelle proportion, quel pourcentage de l'effectif total? Il va forcément contenir 50% de l'effectif total. Et pour les exemples, je vous renvoie bien sûr au poly que je vous ai distribué, ou ceux qui ont le Nathan. Vous trouverez tous les éléments, toutes les méthodes, justement pour calculer Q1, pour calculer Q3, et beaucoup d'exemples pour calculer donc la médiane. Mais le problème, c'est que la vidéo, c'est qu'il me reste très peu de temps, donc je vais essayer de coller peut-être un ou deux petits exercices, si je peux. Sinon, tant pis. Dommage, il me reste très peu de temps. Malheureusement, il me reste à peine 5 minutes parce que la bande va couper. Je tenais à vous montrer ce qu'on appelle le diagramme en boîte. Quand vous avez une série statistique, donc vous représentez un axe ici. Cet axe-là, vous le graduez, vous mettez des valeurs. Et sur ces valeurs-là, vous allez représenter ce qu'on appelle une espèce de rectangle, comme ceci. D'accord? La valeur qui est, donc là, vous graduez votre axe en mettant les valeurs ici. D'accord? Ici, la valeur correspondant là et là, ça sera Q1. Là, ça sera Q3. Et là, bien sûr, là, quelque part ici, vous aurez Q2. Q2, c'est tout simplement ce que j'ai appelé quoi? La médiane. Donc là, c'est Q1. Ah, j'ai une crampe. Désolé, j'ai une crampe au doigt, j'ai du mal. Je fais le schéma très rapidement. Donc, vous avez votre axe ici que vous avez effectivement bien gradué. Donc ici, vous avez la borne inférieure ici, donc vous avez la première patte du diagramme, diagramme en moustache, donc diagramme en boîte. Donc ça, c'est la valeur, la plus petite valeur, et ça, c'est la plus grande valeur. Et donc, ce que vous lisez ici, vous voyez, ce que vous lisez ici, cette valeur-là, c'est Q1. Ce que vous lisez ici, c'est la médiane. Et ce que vous lisez ici, bien sûr, c'est Q3. Comment on calcule Q1? Comment on calcule Q2, comment on calcule Q3, comment on calcule la médiane. Vous adoptez la méthode vue précédemment. Alors, je vais essayer d'aller très vite en prenant un exemple. Donc, merci d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle a été utile. Donc, pour effectivement approfondir le sujet, je vous renvoie soit sur le livre, soit sur le poly que vous avez reçu sur votre espace. Voilà, merci à vous et à très bientôt.